On a marché sur la dune. Les extraterrestres débarquent sur Terre et, le hasard faisant bien les choses, c'est en Bretagne qu'ils atterrissent. Tel était le thème d'On a marché sur la dune, le deuxième concours de podcast du Télégramme. Embarquement ou plutôt débarquement immédiat. Le plus puissant de tous les peuples, d'Adèle Barillon. Les deux Séléniens se sentaient à l'étroit dans leur peau de terrien. Ils avaient adopté le teint pâle et la démarche de l'agriculteur, dont ils avaient incinéré la boîte mouvante, alors qu'ils essayaient de poser leur soucoupe. Cependant, ces êtres lunaires ignoraient que claquer des dents et trembler de frayeur ne faisait pas partie du comportement normal d'un individu en bonne santé. Sûrs de leur déguisement, ils toquèrent à la porte. L'homme qui leur ouvrit était massif, et tenait dans sa main une arme en métal, ronde et plate, qu'il brandissait devant lui de façon menaçante. « Partons !» chuchota Gimp. « Nous ne savons pas de quoi ils sont capables. »« Lâche, n'oublie pas la mission, » répliqua Gorp. L'homme les dominait de sa stature, et devant leur attitude nerveuse, il abaissa son arme, révélant une fine patte marron pliée en quatre, au centre de laquelle trônait une sphère couleur de soleil. « Calmez-vous, je ne vais pas vous manger. D'ailleurs, j'en ai trop fait. Et vous m'avez l'air bien palo. Laissez-moi vous inviter. » Les Séléniens ne se firent pas prier, et le suivirent dans la maison, prenant soin de corriger leur posture, en imitant le solide gaillard. Prenant place sur le banc de bois que leur avait indiqué l'homme, ils inspectèrent la pièce du regard. Elle était pleine d'instruments inconnus. Les bouts de métal tranchant et l'abondance d'objets durs et pointus les firent frémir. Sur la lune, la fluidité dominait. Seul le sol était solide. Tout le reste apparaissait malléable. Les choses et les êtres se coulaient dans les surfaces et s'y adaptaient sans effort. Des armes semblables à celles que l'homme chauffait au-dessus d'un feu aux lueurs bleutées étaient accrochées au mur. De tailles diverses, nettoyées avec soin, exposées au regard des visiteurs, elles faisaient assurément figure de trésor pour le maître de maison. Ce dernier s'approcha des deux extraterrestres avec un sourire et déposa devant eux des plats gras et copieux. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ? J'ai rarement vu plus freluqué. Et pourtant, les touristes ne manquent pas. Que venez-vous faire en Bretagne ?» Gimp baissa la tête, intimidé par la voix grave de leur interlocuteur. Gorp s'adressa à l'homme. « Nous venons de loin pour rencontrer le chef du peuple le plus puissant de cette planète. Nous désirons parlementer. »« Il n'y a pas de chef ici, » répondit l'homme étonné. « Un roi ? Pas de roi. Un président alors ?» L'homme éclata de rire, en faisant sursauter les deux Séléniens. « Le président, c'est pas notre chef, » s'exclama-t-il. « Non, nous sommes un peuple libre, et personne ne peut nous dominer. » Les deux extraterrestres se regardèrent, confus. Leur mission tombait à l'eau. S'il n'y avait pas de dirigeant à éliminer pour semer la zizanie, qui ciblait ? Ils tournèrent le regard vers l'homme qui les avait accueillis, se demandant si sa disparition causerait assez de pagaille pour affaiblir durablement les terriens et les empêcher d'envahir de nouveau la Lune avec leur boîte de métal volante. L'homme leur souriait innocemment. Gimp, rassemblant son courage, prit la parole. « Pourrais-tu nous montrer comment tu vis, Breton, et nous prouver que ton peuple est bien le plus puissant qui soit au monde ?» L'homme resta un instant interdit, puis répondit. « Vous voulez visiter, c'est ça ? Allez, il reste une bonne heure avant la marée basse. Je vous emmène, suivez-moi. » Le Breton les fit marcher sur la côte, savourant le vent frais sur son visage. Les Séléniens n'en menaient pas large. Pour eux, la brise s'apparentait plutôt à une tempête, qui leur mordait la peau de ses dents glacées. Cependant, ils admirèrent la grande étendue bleue, que fendaient de longues formes blanches, similaires à celles qui s'élevaient par intermittence au-dessus des flots, dans d'acrobatiques envolées. Leur guide s'arrêta un instant sur la falaise, et contempla la plage en contrebas d'un air attristé. Il désigna à ses compagnons un groupe d'hommes pâles, minces et guindés,
qui poussaient de petits cris quand les vagues leur léchaient les pieds. « Voici des Anglais, annonça-t-il. Ils ont beau être entourés d'eau, ce ne sont que des petits Bretons qui ont perdu le goût de l'océan. » Jim acquiesça, convaincu. Gorp, intrigué, pointa du doigt 2 hommes torse nus qui tractaient un petit bateau. « Eux aussi ce sont des Anglais ?» L'homme répondit fièrement que s'ils allaient à l'eau sans combinaison, ce ne pouvaient être que des Bretons. Leur promenade fut interrompue par un appel. Un jeune garçon se dirigeait vers le groupe en courant et tira par la manche le guide des Séléniens. Haletant, il lui apprit qu'une marée trop violente avait délogé certaines installations de son parc à huîtres et qu'il devait venir aider. Le Breton, préoccupé, fit signe aux Séléniens de le suivre et ils se dirigèrent vers une plage proche. Là-bas, un spectacle des plus étranges les attendait. Des hommes à moitié plongés dans l'eau tentaient d'attacher des cordages à des poches grillagées, d'où émergeaient des centaines de coquillages à la coque noirâtre. Leur guide se lança lui aussi à la mer. Surpris, Jim et Gorp le suivirent. Le froid les saisit et les s'immobilisèrent avec un cri de stupeur. Ils coururent jusqu'à la terre ferme, agités de tremblements incontrôlables. Les hommes leur demandèrent de l'aide, et ils s'exécutèrent, heureux de n'avoir pas à entrer de nouveau dans l'étendue glacée. On leur donna une corde qu'ils tirèrent avec facilité. Il leur suffisait de liquéfier un peu d'eux-mêmes et de l'enrouler autour du cordage pour gagner en stabilité. Quand les poches englouties furent de retour sur la plage, leur guide vint les retrouver. Après les avoir remerciés chaleureusement, il les invita à participer à la soirée du village. Gorp répondit avec enthousiasme. « Ce sera une opportunité de faire la connaissance de ton peuple. » La fête ne se déroula pas comme les Séléniens le prévoyaient. Comparé aux concerts de silence qui rythmaient les soirées lunaires, les célébrations humaines leur apparurent incroyablement bruyantes et chaotiques. Des hommes soufflaient dans ce qui semblait être des animaux, dont les pattes et la tête auraient été remplacées par des tubes de bois. Ils produisaient alors des sons dont l'écho se répercutait bien au-dessus du village. La foule dansait en suivant ces mélodies terribles, attirant Jim et Gorp avec eux dans leur ronde, leur saisissant l'auriculaire comme s'ils souhaitaient le tordre et l'arracher. Les éléments eux-mêmes n'avaient pas réussi à interrompre les festivités. Au premier signe de tempête, les gens s'étaient couverts de tissu jaune et avaient continué de s'étrémousser en cadence. Toute cette agitation effraya les Séléniens, qui s'enfuirent en se liquéfiant pour se frayer un chemin entre les danseurs. Ils atteignirent un endroit abrité et peu fréquenté, d'où s'échappait une odeur agréable. Une femme en robe noire, dont la coiffe immaculée s'élevait vers le ciel, s'excusa de n'avoir plus grand-chose à leur offrir. Jim, curieux, se pencha sur les petites coquilles noires. « Cela est-il vraiment comestible ?»« Bien sûr, répondit la femme. C'est de la bonne moule de braise. » Celui-ci avala le tout. « Un peu croquant, commenta-t-il. Mais le cœur en est délicieusement visqueux. » La femme le regarda, l'air hagard, mais n'ajouta rien. Quelques instants plus tard, l'homme qui les avait invités à la fête entra dans l'abri, les jambes flageolantes. Il s'affala sur une chaise près des 2 Séléniens. Son haleine exhalait des senteurs de miel et d'alcool mêlés. Il leur demanda d'une voix hésitante s'ils comprenaient mieux son peuple à présent. Gorp répondit par l'affirmative, et ajouta qu'il aimerait bien savoir si ses membres étaient nombreux. « Nous sommes partout, à Caracas comme à Versailles. Où que tu ailles, quoi qu'il se passe, il y aura toujours un gars avec un drapeau breton. » Les 2 extraterrestres partirent le lendemain en direction de l'astre lunaire. Ils emportaient avec eux 2 caisses de moules et la conviction profonde qu'il n'était sur Terre un peuple plus invincible que celui des Bretons. Retrouvez toutes les histoires des participants au concours sur letélégramme.fr et sur notre chaîne YouTube.